L'IA, compétences de demain, industrie, emploi, comment transformer les atouts de la région en véritable levier d'attractivité, de la revalorisation des parcours industriels à l'IA, en passant par le dialogue nécessaire entre entreprises et pouvoirs publics. Les étudiants prennent le pouvoir sur cette session et nos invités vont jouer le jeu de la prospective. Quelle sera la vie économique de Toulouse et de l'Occitanie dans 10 ou 20 ans ? C'est risqué ça, de se projeter à autant. Voici donc Luc Julia, directeur scientifique de Renault. Il a été directeur technique et senior vice-président chez Samsung, co-créateur de Siri et co-dirigeant de Siri chez Apple. Et Bastien Tout-le-Monde, directeur de l'action régionale Occitanie chez EDF. Le chef d'orchestre sera Étienne Gernel, directeur du Point, accompagné des étudiants de nombreuses junior entreprises. Et on débute d'ailleurs tout de suite avec nos deux intervieweurs de cette... la session va être découpée en 3 parties, donc 3 fois 30 minutes. Voici Thomas, président de N7 Consulting, la JE de l'N7, l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et de télécommunications. L'ai-je bien descendu? Et Manon, étudiante de TSE, en data science, membre de Say It Aloud, qui est une association de TSE. Là, je ne veux entendre qu'un tonnerre d'applaudissements pour tout le monde. Alors, Étienne va jouer un double rôle. Il est à la fois le modérateur sur cette session, mais il est aussi l'invité, parce que vous pourrez poser vos questions en direct au directeur du Point. Profitez-en, il est prêt, tous ses chakras sont ouverts. Il a dîné correctement, il est allé faire son footing, il a bien mangé ce matin. Comment tu le sais? J'ai des informateurs très bien placés. Donc... Et aussi, n'hésitez pas tout au long de la session à nous faire signe, parce qu'on ne va pas forcément attendre à la fin de la session pour prendre des questions. Vous levez la main si vous voulez intervenir, on vous tendra un micro. Donc c'est parti, Étienne, je vous laisse la main. Et ensuite, bien sûr, nos étudiants pour les premières questions. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Le but de tout ça, quand même, c'est de m'apprendre des choses à moi. Parce que plus ça va, on en parlait avec Luc et Julia tout à l'heure, moins j'ai l'impression de comprendre l'IA depuis que c'est arrivé et le monde qui nous arrive. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous deux, mais de vous tous aussi. Et de vous aussi, les étudiants, qui savaient certainement des tas de choses que je ne sais pas et qui avaient certainement des tas d'envies sur la manière dont vous voulez que ça se passe dans les années qui viennent et que nous, on ignore. Donc que ce soit, on va le construire ensemble tout ça. On va faire tout ça ensemble, que ce soit spontané, n'hésitez pas à intervenir, interrompre, protester, réclamer, suggérer, manifester si besoin est. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont prévu des banderoles. Et je vous propose qu'on commence directement. Et par vous maintenant, par exemple. Oui. Qu'est-ce que, en plus, déjà, c'est quoi là, Say It Aloud? C'est une association d'éloquence à TSE. Et on organise un podcast dans cette association et des ateliers et des conférences avec des chercheurs de TSE. Voilà. Excellent. Donc, peut-être pour une première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'IA et comment vous l'utilisez dans votre quotidien en tant qu'individu, mais également dans votre industrie, dans votre entreprise? Vas-y. Alors, je vais commencer avec la définition, ma définition. Déjà, je suis fatigué quand on parle d'IA parce qu'on a l'impression que c'est arrivé il y a 2 ans, mais en fait, ça fait quand même un petit moment que ça existe, puisque officiellement, ça existe depuis 1956, ça fait 70 ans. Conférence de Dartmouth, c'est ça? Dartmouth en 1956, ouais. Donc, l'IA, ça veut rien dire. D'accord? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, donc il faut déjà se calmer un tout petit peu. Donc, on va parler plutôt, au lieu de parler... Quand on parle d'IA, on a l'impression que c'est le truc fantasmé qui va tout faire et tout ça. Donc c'est ce que j'appelle, moi, l'IA de Hollywood. Donc, l'IA de Hollywood, elle n'existe pas. D'accord? Le truc de Terminator, ça n'existe pas. Les trucs de Her, ça n'existe pas. D'accord? Donc, on va ni tomber amoureux des trucs, je ne conseille pas, ça ne sert à rien. Ça ne va pas nous tuer non plus. D'accord? Donc, l'IA n'existe pas. Par contre, il y a les IA. Donc, on va les mettre au pluriel maintenant. Et si j'ai à mettre au singulier pour la dernière fois, je veux dire que l'IA, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a des outils aussi différents que le marteau, la vis, le tournevis, la scie. D'accord? Et chacun de ces outils sont des IA. D'accord? Et ils sont différents, ils sont applicables à des trucs particuliers, et là, ils sont utiles par définition même de l'outil. Donc les IA, c'est pas autre chose que des outils dont on tient le manche, comme le marteau. D'accord? C'est nous qui décidons ce qu'on veut en faire. Ils font pas des trucs tout seuls. Elles vont pas prendre l'initiative. Elles vont pas créer. D'accord? Donc c'est nous qui faisons ça. On a le marteau, on a le manche de marteau dans les mains. On peut faire des trucs super avec. On peut planter le clou avec le marteau. C'est fait pour ça, ça marche, c'est super, c'est mieux que mon poing. D'accord? Je peux planter une vis avec le marteau.
Ça sert à rien, c'est complètement con, d'accord? Mais je peux toujours le faire. Et je peux faire des trucs encore pires, hein. Je peux m'amuser à taper sur la tête de Bastien avec le marteau, d'accord? Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, faut pas. Collectivement, on a décidé que c'était pas bien parce qu'on a compris l'utilisation de l'outil. Donc, on a compris que c'était pas bien. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la réglementation. Donc, c'est les IA. On parle des IA et on parle des usages spécifiques de ces IA. Et ces IA, quand elles sont utilisées à bon escient, elles sont extraordinaires. Et je suis sûr que Bastien va nous donner plein de cas d'usage. Bastien. Il est formidable, Luc, en plus, il fait le passage de questions. Il fait tout. Bonjour à tous les deux. Bravo d'être là. Enfin, c'est remarquable ce que vous faites, parce que, quand même, porter des paroles autour de questions aussi intéressantes que ça avec tous vos collègues dans la salle, c'est quand même super chouette. Moi, ce que j'ai envie de vous dire sur l'IA, c'est que, un peu comme le disait Luc, pour nous, c'est un outil qui doit pouvoir nous aider, mais l'intelligence, il faut qu'elle reste humaine. Luc l'a dit, si on n'a pas l'intelligence de savoir quel est le bon outil que je dois utiliser pour planter mon clou ou pour tourner ma vis, ça ne sert absolument à rien. Et on a en plus un risque qu'on n'a pas évoqué là, c'est que dans l'entreprise, on manipule beaucoup de données. Je vais citer sur un sujet de données, tu dois le voir. Et les données, elles ont beaucoup de valeur. Si avec l'IA, on met à disposition ces données qui ont beaucoup de valeur sous une forme qui n'est pas maîtrisée à des personnes qui n'ont pas à la voir, et qui ne sont pas forcément des amis, là, on peut se tromper. Donc, pour nous, en entreprise, l'IA, c'est un outil super puissant. Moi, j'ai une grande conviction, c'est que vous, votre génération, vous allez être infiniment plus fort que nous pour pouvoir bien l'utiliser et avoir les bons outils et la bonne exploitation de l'outil. Mais si on ne sait pas quelle IA utiliser pour quel usage, ça ne marchera pas. Et si on ne sait même pas ce qu'elle peut faire, et si on ne garde pas l'esprit critique dont on a besoin, mais on peut peut-être revenir dessus avec Luc. Mais concrètement, j'ai envie de retourner la question. Qu'est-ce que vous en faites comme usage de l'IA dans votre vie quotidienne? Est-ce qu'on triche avec? Non, parce que maintenant, on a le droit de l'utiliser dans la plupart des travaux. Les profs ne nous interdisent pas. Ils veulent juste pas qu'on fasse tout notre travail avec. Donc, c'est plus comme un outil de brainstorming. Et moi, personnellement, j'utilise... Rapprochez votre micro, s'il vous plaît, Manon. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup ChatGPT au quotidien, donc pour synthétiser des articles de recherche, ce genre de choses. Ensuite, pour les images, c'est Gemini. Et pour plus tout ce qui est code, c'est Claude AI. Voilà. Si je peux rebondir, en fait, ça nous permet vraiment un grand gain de temps en termes de productivité sur la production des rapports. Quand on a des devoirs à rendre, c'est vrai que quand Chat nous aide, on est assez content. Et aussi, on a parlé un petit peu de code. La manière qu'on a de coder aujourd'hui, avant d'avoir des outils comme Copilot, et ce qu'on avait avant, c'est le gain de temps est radical avec les IA. Donc, est-ce qu'on triche avec Je vais dire oui, mais il ne faut pas que nos profs nous écoutent, par contre. Est-ce que c'est tricher d'utiliser l'IA? Comme c'est pas tricher d'utiliser un marteau pour planter un clou, non? Non, c'est pas du tout tricher, non. C'est utiliser l'outil à bon escient. Donc, utiliser Claude pour faire du code, c'est une bonne idée parce qu'il y a des millions et des millions de gens qui ont déjà écrit le même code avant. Donc, Claude, en fait, le sait parce que c'est ce qu'il a. Et donc, ça va vous permettre de refaire ça et de ne pas avoir à le refaire, justement, parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue tous les jours. Donc, ça va vous permettre de prendre des morceaux donc, de code qui sont déjà écrits par quelqu'un quelque part. Donc, l'IA va nous aider à faire ça, mais on va garder notre créativité pour faire le programme qu'on est en train d'écrire, qui va nous permettre de faire les choses spécifiques à ce programme, qui sont différentes de ce qui existe déjà. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et donc, c'est pas tricher du tout, c'est juste savoir utiliser les bonnes pièces du Lego pour pouvoir faire quelque chose. Je compare souvent utiliser l'IA correctement avec, justement, utiliser le Lego correctement. Je déteste les boîtes de Lego où sur la boîte, il y a déjà le truc qu'on est censé construire. Ah, d'accord. Mais c'est toujours le cas, non? Non, parce qu'il y a les boîtes de Lego donc, où tu construis le machin qui va être l'Empire, je sais pas quoi, c'est le vaisseau spatial truc, et tu le construis et tu es content, et super, ça sert à rien. Ce qui est intéressant dans le Lego, c'est que tu vas faire quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Et donc, ce qu'il faut, c'est acheter ces boîtes de Lego, mais pas faire ce qu'il y a sur la boîte. Faire autre chose avec. Et ben, c'est exactement ce qu'on fait avec les IA. Pardon, mais j'ai envie, moi, de vous poser une question à tous les quatre. Dans l'ordre, dans quelle mesure vous avez réellement confiance dans les outils d'IA que vous utilisez? Est-ce que vous dites quand ça sort, ouais, ça marche? Sachant que pour EDF, il y a un petit sujet quand même, c'est qu'à la fin, l'électricité, il faut que ça marche. Mais j'ai envie de commencer par vous quatre. Thomas? Ça va dépendre. Moi, je dirais... Quand j'utilise, c'est souvent pour faire de la synthèse de rapports. Donc, généralement, mes informations sont vérifiables.
Si je devais l'utiliser, même c'est une question, je n'ai pas envie de jouer la carte du contre-Uno, mais qu'en tant que journaliste, on peut aussi se poser aujourd'hui quelle place on donne dans justement la production des différents articles. Du coup, peut-être, je vous laisserai répondre à la fin. Ça va me retomber dessus, cette affaire. Il faut bien. Mais du coup, oui, moi, je lui fais confiance dans mon travail, mais c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose justement quand on fait un travail de recherche et qu'on a besoin de fournir des sources, d'avancer des hypothèses, des convictions. Mais non. Ensuite, moi, c'est plus un problème de... j'ai peur de donner des informations trop personnelles au LLM que j'utilise. Donc, pourtant, le fait que le LLM presque ait ces informations me permettrait d'être plus productive, mais j'ai vraiment très peur de lui donner ça ou de lui donner, par exemple, accès à des applications de mon ordinateur, tout ça. Donc, il y a un sujet sur ça. Ouais. D'accord. Bastien. Alors, tu as raison de le dire, l'électricité à la fin c'est mieux que ça marche, donc il faut qu'on fasse un peu gaffe. Vous avez sans doute déjà essayé, parce que c'est un grand classique, de demander à l'IA quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache. Il y a quelques temps, les IA nous disaient encore un œuf de vache, c'est plus gros, il y a des taches noires et blanches dessus, sans état d'âme. Donc voilà, c'est garder l'esprit critique. Et ça, je pense qu'il faut qu'on sache utiliser la bonne IA. Luc pourra sans doute nous expliquer que les IA, elles sont nourries à partir d'informations qu'on leur donne à bouffer. Donc il faut aussi qu'on sache, nous en entreprise, s'auto-construire des IA, et c'est ce qu'on fait dans le groupe, qui sont nourris avec des données de l'entreprise, qui restent au sein de l'entreprise, de façon à ce qu'on sache qu'il y a dedans et que ce qu'on y met reste chez nous. Ouais, moi, je fais absolument pas confiance aux IA quand elles sont génériques. C'est-à-dire que les ChatGPT et autres Grok, les taux de pertinence sont très faibles quand on parle de choses génériques et surtout de choses qu'on ne comprend pas. Donc, je vais certainement pas faire confiance à quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Donc, je ne suis pas sûr de la réponse. Donc, les taux de pertinence sont compliqués à calculer, mais aujourd'hui, on considère que les taux de pertinence des IA génériques, c'est pas loin de 50%. Ce qui veut dire qu'il y a pas loin de 50% où ils racontent n'importe quoi. Par contre, les IA spécifiques sont très intéressantes. Une qui est très intéressante, on en a déjà parlé, c'est Claude. Claude est dans les 10% d'erreurs. Donc, c'est quand même pas mal. C'est mieux que les autres. Donc, il faut savoir quelle IA on utilise pour quel usage, donc c'est ce que tu viens de dire. Et aussi, surtout, de toute façon, à la fin, il faut faire deux choses. Il faut relire ce qui a été fait par l'IA et pas juste seulement on va le prendre comme argent comptant. J'aime entendre ça. Et puis, relire, c'est super important. Et on a oublié que la lecture, c'était pas mal. C'est une suite de mots, là, mais c'est autre chose. Et puis, il faut faire aussi autre chose. C'est ce que tu as dit aussi, c'est exercer son esprit critique. C'est-à-dire que l'esprit critique, c'est ce qu'on est censé apprendre à l'école. Hein. En fait, c'est pas les choses qu'on apprend qui sont importantes. C'est pouvoir critiquer les choses qu'on apprend. Et donc pouvoir douter. Le doute est la chose la plus importante qu'on puisse avoir. Et donc, quand il y a quelque chose qui commence à sentir un peu mauvais, et ça marche vraiment bien pour les journalistes aussi, c'est quand il y a une info qui a l'air bizarre, parce qu'on est un peu spécialiste du truc quand même, hein, quand tu as des journalistes qui sont spécialisés en économie ou en informatique ou je ne sais quoi, ils ont une news, ils disent « Purée, moi je suis spécialiste dans ce truc-là, je n'en ai jamais entendu parler. » Donc, allez vérifier ses sources. Vérifier ses sources, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire aller voir quelque chose d'autre. Si tu vas vérifier ta source avec Grok, croiser avec autre chose. Et il y a des trucs incroyables à faire. Hein. Par exemple, si vous sortez la biographie d'un personnage mort, d'accord, c'est sympa. Les IA vont raconter des bêtises, hein, certainement, dans ce truc-là. Il y a un truc super à faire, c'est aller voir un dictionnaire. C'est le truc avec les pages, là. Ce truc incroyable qu'on n'utilise plus depuis longtemps. Lui, il a bon, en général. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs. Alors, je vais répondre, moi, à la question pour les journalistes. Concrètement, l'IA générative, c'est la question, sert-elle à quelque chose pour écrire des articles? Réponse, non. Absolument pas. Et pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne sert à rien d'optimiser la production de quelque chose qui ne représente qu'un pourcentage très faible du temps de travail d'un journaliste. Je ne parle pas de reproduire des résultats de foot de la veille. Ça va être fait par des IA, c'est déjà fait par des IA. On s'en fiche, c'est pas un travail de journaliste, c'est de la copie. Donc aller repérer les choses, ça veut dire il peut quand même y avoir des erreurs. Même en recopiant, on fait des erreurs. Hein. Les contes et légendes sont des erreurs, des multiplications d'erreurs au fur et à mesure du temps, de tradition orale, et c'est comme ça qu'on fait aussi parfois des belles choses. Mais c'est de la poésie. Maintenant, un journaliste, ça peut être utile d'utiliser l'IA pour écrire quand c'est pas son métier d'écrire et qu'on a l'angoisse de ça. Pour un journaliste, c'est pas très difficile, normalement.
Ça ne demande pas un effort et ça représente une toute petite partie de son boulot. L'essentiel du boulot, il est fait avec des chaussures. Si ça consiste à aller voir des gens, à se déplacer, à aller voir, à aller écouter, à aller traîner, à aller perdre du temps, à aller traîner dans les bistrots. On apprend beaucoup plus dans les bistrots que sur Internet. Ça fait partie de... Je ne veux pas encourager les gens à boire, parce que ce n'est pas mon genre. Mais malgré tout, ça fait quand même partie du boulot. C'est de connaître des gens, c'est d'avoir ce que disait l'expérience, et j'ai l'habitude de ça. Merde, ça sonne bizarre quand même, ce truc. Est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà. Et quand on fait des papiers, que ce soit sur l'IA générative, ou sur l'Ukraine, ou sur la dette, le seul sujet qui compte, c'est est-ce que sur l'Ukraine, est-ce que je suis allé voir ou pas? Est-ce que j'ai des sources dans l'armée ukrainienne? Est-ce que j'ai des sources est-ce que je connais le type qui fait de la géopolitique à Harvard? Voilà, c'est à ça que ça sert. Et donc, de ce point de vue-là, ça sert à rien. À quoi ça sert? Ça sert, et on l'utilise déjà pour ça, pour suggérer des titres et des chapeaux. Mais c'est de la suggestion. On choisit quand même après. On choisit, on regarde. C'est de la suggestion. Ça sert pour la révision, pour repérer des fautes d'orthographe et de grammaire évidentes, ce qui n'empêche pas la relecture, ce qui n'empêche pas le doute. C'est ce que Claude Imbert, fondateur du Point, appelait le doute méthodique. Et donc voilà, donc ça sert à ça. Et ça peut avoir une utilité, et c'est ça qui est très importante. On peut faire des prompts. J'ai essayé d'en faire un de fact-checking en sélectionnant les sources. Et typiquement, il y a des bonnes et des mauvaises sources. Ça ne veut pas dire que les bonnes sources ne se trompent pas. Tout le monde se trompe un jour ou l'autre. Mais j'ai tendance à faire plus confiance au Wall Street Journal, par exemple, que à Wikipédia. Et ça dépend des sujets, en fait, sur Wikipédia. Mais c'est des choix réels dans la source. Et puis, ça peut servir aussi dans l'investigation, puisqu'on est en train de tester des choses qui sont très intéressantes, qui sont des programmes, en fait, qui servent à aller détecter des discours dans une communauté donnée. Par exemple, on va chercher dans un groupe de gens dont on sait qu'ils sont des soutiens du djihadisme. Qu'est-ce qu'ils disent sur un sujet à tel moment? Ou des MAGA, on a un groupe MAGA, des soutiens de Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils disent à un moment T? C'est quoi leur discours? Y compris de traduire des vidéos pour savoir quels sont les mots qui ressortent, de transcrire des vidéos en temps réel. Donc ça, c'est de l'investigation. C'est plutôt de l'alerte, c'est de la veille. Voilà, ça sert à ce genre de choses. Donc c'est des outils qui peuvent être très utiles dans le journalisme, mais ça n'en fait pas pour autant. Ça ne remplace jamais le jugement, le doute, la vérification, le contact humain et, j'allais dire, le pif. Et le plus important dans ce métier-là, c'est je sens pas là. Voilà. Et la deuxième chose la plus importante, c'est d'aller voir quelqu'un et lui dire qu'est-ce que tu en penses. Bastien. Ouais, une question pour vous. Vous nous avez dit tout à l'heure, et j'ai bien aimé l'idée, de dire que utiliser l'IA pour faire des choses simples, ça vous permet de passer votre temps et votre énergie à augmenter, à faire quelque chose en plus. Je fais un petit pas en arrière dans le temps, et j'espère que Luc me contredira pas. Pour moi, la première IA, c'est la calculatrice. Elle fait rapidement des trucs qu'on va prendre un petit peu de temps pour réfléchir à faire. Mais le risque à ça, c'est que finalement, on en a désappris à savoir compter. Donc, comment est-ce que vous voyez votre parcours d'apprentissage à l'école, et en particulier votre capacité à acquérir les savoirs fondamentaux qui permettent de construire derrière, quand ces savoirs fondamentaux, vous les avez naturellement sans avoir besoin d'aller les construire vous-même? Donc, je pense que je peux commencer à répondre. Pour moi, c'est pas vraiment un problème dans le sens où on est quand même dans une société où on est les objets qu'on utilise sont de plus en plus complexes. Et il y a une sorte on laisse la responsabilité à des gens qui sont formés pour ça. Par exemple, un téléphone, personne ne sait dans la salle, je pense, comment ça fonctionne, quels sont tous les composants d'un téléphone. Peut-être Luc Julia, mais quels sont tous les composants d'un téléphone? Et pourtant, on l'utilise tout le temps, on lui confie toute notre vie. Et je pense qu'on est dans une société avec l'IA qui va devenir de plus en plus complexe et où il y a une sorte de confiance sociétale sur les objets qu'on va utiliser. Donc peut-être que oui, c'est la calculatrice qui fait tous nos calculs et que demain, ce sera l'IA qui connaîtra énormément d'informations sur nous. Mais on fera confiance aux concepteurs de l'IA et à leur équipe de cybersécurité, par exemple, pour bien utiliser ça, je pense. Thomas.
Ouais. Puis si je peux ajouter quelque chose, c'est que en fait, il y a une sorte de déplacement des savoirs fondamentaux, comme vous dites. Par exemple, si on pense dans la science, il y a quelques années, beaucoup d'années, on utilisait par exemple les tables de logarithme pour faire nos calculs, en physique par exemple. Aujourd'hui, on utilise nos calculatrices pour le faire, mais ça nous permet aussi de faire des calculs, bon, je grossis franchement le trait, hein, mais ça nous permet de faire des calculs qui sont bien plus poussés, d'avoir des études qui sont beaucoup plus avancées, et en fait, il y a peut-être une accélération dans les découvertes scientifiques et jusqu'où on peut mener nos études. Donc, je pense que c'est juste une manière de réapprendre à apprendre avec justement les outils qu'on a à disposition. Mais, Luc. Ouais, moi, je veux juste ajouter que pour parler de la machine à calculer, je suis d'accord avec toi, évidemment. Hein, la machine à calculer en Europe, c'est 1642, avec la pascaline de Pascal, donc 1642. Donc on respire, c'est pour ça que les intelligences artificielles existent en fait depuis bien avant ça. Et si j'avais été chinois, je vous aurais dit que le boulier existe depuis l'an 800. Donc on respire, on se calme. Ces outils existent. Par contre, on peut devenir idiot, effectivement, avec certains de ces outils. Donc par exemple, aujourd'hui, vous êtes tous GPS idiots. Hein, vous êtes devenus GPS idiots. C'est-à-dire que vous ne savez même pas où c'est, le nord, le sud, l'ouest, vous n'en savez rien. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce que des fois, de toute façon, il faut comprendre que les GPS vous amènent dans des endroits qui ne sont pas ceux que vous voudriez, dans lesquels vous voudriez aller. Donc, il faut quand même avoir une petite notion. Donc, garder quand même le parachute derrière qui nous permet d'avoir le minimum de connaissances de ce qu'on est en train de faire à l'outil. Donc, je suis d'accord avec ce qu'on vient de dire sur le fait que ça nous permet de faire des trucs beaucoup plus poussés. Hein. En 1642, les additions à 4 chiffres, c'était compliqué. C'est toujours compliqué aujourd'hui, hein, parce que si je vous demande combien fait 1764 plus 469... Alors ? Bon, la pascaline aurait mis 4 secondes pour le faire. Hein. Donc, effectivement, mais on a les notions, on sait le faire, on sait que s'il faut vraiment, je peux le faire. D'accord ? Bon, les calculs qui sont super compliqués de molécules, machin, et tout ça, les trucs les protéines qu'on va générer et tout ça, avec les intelligences artificielles, on sait qu'on pourrait le faire, mais ça nous prendrait 1000 ans. D'accord ? La machine, ça va lui prendre quelques secondes. Donc, mais, quelque part, les savoirs fondamentaux dont tu parlais, les savoirs fondamentaux qu'on a, c'est quand même nous qui les avons. Voilà, c'est-à-dire que c'est nous qui les avons passés à la machine quelque part. Donc on leur donne des règles, on leur donne des limites, on leur dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et après, effectivement, on délègue ces trucs-là. Donc, il faut faire attention de ne pas être complètement con. D'accord ? C'est possible. Et il y a des sociétés qui existent, comme par exemple ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On a une société de cons. Ça nous permet de lire Trump. Okay ? Donc, l'idiocratie, ce qui s'appelle l'idiocratie, peut exister. D'accord ? Si on fait confiance, trop confiance, et il ne faut pas faire trop confiance au téléphone, il ne faut pas faire trop confiance à ces choses-là, parce que si on fait trop confiance, on tombe dans l'idiocratie et on gobe tout ce qu'on nous raconte. Et ça, c'est embêtant, parce qu'après, on a Trump. Merci beaucoup. Moi, c'est clair. Thomas, vous avez une autre question ? J'avais une question, c'est comme il nous reste 7 minutes, je pense que c'est quand même intéressant qu'on en parle sur les enjeux environnementaux. Et justement, on a la chance d'avoir un représentant d'EDF aujourd'hui, donc tant mieux. Justement, on voit que les modèles d'IA aujourd'hui ont besoin de beaucoup plus de données qu'avant. Donc, c'est des infrastructures à construire. Il me semble que EDF est justement impliqué dans la construction et l'alimentation de data centers, en France en plus. Et justement, la question, pour faire simple, c'est comment est-ce qu'on fait pour concilier les enjeux environnementaux et les dépendances énergétiques qu'on a avec justement nos objectifs de sobriété énergétique. Excellente question. Et on en discutait, je rigole parce qu'on discutait avec Luc juste avant la conf. Je pense qu'il y a un choix à faire. Il faut effectivement beaucoup d'énergie pour gérer ces données et ces data centers. Il y a d'abord une question de société. C'est est-ce qu'on veut que cette énergie, ça soit une énergie décarbonée, c'est-à-dire qui ne pollue pas, qui prépare l'avenir, qui est produite chez nous, ou qui ne nous fait pas dépendre de pays qui ne sont pas forcément des pays amis. C'est le choix qu'on a fait en France. Ou est-ce que cette énergie, on accepte que ce soit une énergie qui pollue la planète et qui met en risque l'avenir de ceux qui y vivent. Je comprends que c'est un peu trop le choix aux États-Unis. C'est pas notre choix en France. En France, on a la chance d'avoir une ENEC qui est décarbonée à 98 ou 99%, enfin quasiment complètement. Et effectivement, l'installation des data centers, on le voit comme la plus grosse source d'augmentation des consommations d'électricité sur le territoire national. Dans notre cible, à 2035, c'est-à-dire d'ici 10 ans, c'est 30 TWh supplémentaires.
30 TWh. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la consommation électrique de la France, c'est 400 TWh. Donc c'est un petit 10%. C'est juste énorme. Alors, juste, je corrige un petit peu, on alimente les data centers, on ne les fabrique pas, hein, chacun son job. Et donc pour ça, il faut qu'on arrive à trouver des terrains suffisamment grands, suffisamment proches des réseaux électriques pour avoir la puissance nécessaire pour alimenter des giga data centers comme ça. On a des data centers qui font des puissances de 1 mégawatt électrique. C'est énorme. 1 gigawatt électrique, pardon. C'est énorme. Donc il faut avoir les infrastructures qui vont bien et il faut aussi avoir l'eau qui va bien, hein, parce qu'il faut les refroidir. Donc il y a toute une question énergétique derrière. C'est une excellente question. Ouais, dans les ressources, il faut bien comprendre, effectivement, c'est bien que tu aies mentionné l'eau, hein, parce qu'il n'y a pas que l'électricité. Alors, comme on vient de dire, là, ça dépend des sociétés, ça dépend aussi qui veut faire quoi. En Europe, vous avez la chance d'être un peu plus sensible à ces notions d'économie d'énergie. Il y a eu 74 qui est passé par là. Hein. Alors, vous n'étiez pas né en 74, mais 74, c'était la crise de... Vous, toi, oui. mais eux, non. Et donc, on a appris, et dans les entreprises françaises, on a appris à se sensibiliser avec ce que vous appelez vos politiques de RSE. D'accord ? Et vous avez une notion de ce que c'est que faire attention à l'énergie, faire attention aux ressources. Aux États-Unis, on s'en fout. Alors là, votre génération, ils s'en foutent. Alors, rien à foutre. Hein. Et puis avec Trump, donc encore une fois, mon bon ami Trump, qui vient de signer, enfin qui vient il y a 6 mois, de signer un machin qui s'appelle Stargate, qui est 500 milliards de dollars pour créer des data centers qui vont être alimentés avec des centrales au charbon. 500 milliards de dollars. Bon, la bonne nouvelle, c'est du Trump, donc ça veut dire qu'il n'a pas les 500 milliards, donc il fera certainement pas le truc. Mais encore une fois, je veux dire, on est prêt à le faire. Et on voit aujourd'hui, il y a quelques centrales qui sont en train, il y a quelques data centers qui sont en train d'être construits au Texas, en l'occurrence, et qui sont alimentés par des centrales au charbon. Donc, avoir cette notion, c'est super important. Et puis, l'eau, dont on a un tout petit peu parlé, vous n'avez pas conscience de ça, mais il faut apprendre, justement, c'est pour ça qu'on est là. Hein. L'eau, c'est absolument terrible, en fait, dans les data centers. Il y a quelques temps, les data centers, on les refroidissait avec des frigos, globalement. D'accord ? Mais on s'est aperçu que 60% de l'énergie qu'on utilisait pour le data center passait dans le frigo. On s'est dit, c'est complètement con. D'accord ? On voudrait que ce soit les machines qui prennent l'énergie. Donc, du coup, on a dit, on va faire un autre type de refroidissement, on va refroidir à l'eau. Super. Alors, c'est l'eau douce, hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à refroidir avec l'eau de mer, donc, parce que ça fait de la corrosion. Bon, bref. Donc, l'eau douce. Eau douce compliquée, d'accord ? Et malheureusement, dans les circuits de refroidissement, il y a de la perte, d'accord ? Donc, vous avez l'eau qui circule, elle se réchauffe, elle se condense, on en récupère, mais on ne récupère pas tout, d'accord ? Et il faut comprendre, par exemple, sur ChatGPT, d'accord ? Je ne pointe pas ChatGPT en particulier, parce que c'est tous pareil. Mais ChatGPT, on a fait des études, et les études sont compliquées, encore une fois, hein, tout est super compliqué à chaque fois pour donner des chiffres durs, d'accord ? Mais on considère, et Sam-Altman lui-même, un jour, s'est tiré une balle dans le pied, en fait, parce qu'il a dit exactement ce que je vais dire là. On considère qu'entre 10 et 30 requêtes ChatGPT, en fonction de la complexité des requêtes, d'accord, c'est gâcher 1,5 litre d'eau. Alors c'est quand même beaucoup, parce qu'il y a des millions et des millions de requêtes tous les jours qui sont faites sur ChatGPT, ça veut dire qu'il y a des millions et des millions de litres d'eau. Et donc, une fois qu'on le sait, eh ben on va arrêter d'utiliser ChatGPT n'importe quand et pour faire n'importe quoi, comme vous le faites, parce que vous vous amusez bien avec, d'accord ? On ne va plus demander à ChatGPT la météo, d'accord ? Comment on faisait il y a 5 ans ? Il y a 5 ans, on demandait la météo à Google. Ça prend 100, 10, 1000, ça dépend encore des requêtes, moins d'électricité, de ressources et d'eau que ChatGPT. Donc, utilisez ce que vous utilisez avant, ça marchait très bien, et vous donnez la météo correctement. Hein. Et j'ai un secret, en fait. Regardez par la fenêtre. Vous avez la météo aussi. Allez, c'est normalement la fin de ce premier tiers. On va donc prendre vos questions et on vous emmène le micro. On vous écoute. Et merci, bonjour. Lambert Meillac, candidat aux élections municipales à Toulouse. Je voudrais rebondir sur la remarque de la société complètement con que vous avez observée aux États-Unis. Et je vais faire une remarque dans le sens de ce qu'exprime Jean-Marc Jancovici, qui dit que justement, si on veut être complètement différent de cette société complètement con, il faut aller dans le sens opposé. Et donc, il faudrait renoncer à cette IA et finalement renoncer à avoir une société qui soit plus, je dirais, complexe et optimisée. Et je vais faire une métaphore aéronautique, puisqu'on est à Toulouse. Les avions, ce sont des objets qui sont très optimisés, qui fonctionnent très bien dans leur domaine de vol, mais dès qu'ils en sortent, ils se désintègrent, ils explosent. Donc,